1905, le slaviste Paul Boyer publie pour la première fois un manuel de l'étude de la langue russe qui sera pendant plusieurs décennies le manuel de référence pour l'apprentissage du russe en France. Dans ce manuel, Paul Boyer souligne que l'étude du russe offre aux débutants des difficultés qui, à bien des égards, peuvent se comparer à celles qui rendent malaisé l'abord des langues anciennes. Des flexions nominales et pronominales aussi nombreuses que délicates, un système verbal d'une rare souplesse, une syntaxe simple en ses principes mais très différente pourtant de l'état syntaxique des langues modernes de l'Europe occidentale, ou bien encore un vocabulaire d'une richesse incomparable. Je ne sais pas vous, mais moi, en lisant ces quelques lignes, j'aurais presque envie de renoncer à apprendre le russe, tant la mission semble ardue. Pourtant, cette vision de la langue russe est très subjective. Elle découle d'une conception formée par des idées politiques, didactiques et sociales qui ont émergé dans un contexte bien précis. Pour comprendre comment les manuels d'apprentissage du russe nous renseignent sur les opinions de leurs auteurs, mais aussi sur les tendances didactiques et culturelles de la France du XXe siècle, je vous propose d'aller à la rencontre de Daria Zaleskaya, qui est spécialiste de ces questions. Bonjour Daria Zaleskaya, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation, on est très heureux de vous recevoir. Merci de m'avoir invitée. Vous êtes maître assistante à la section langue et civilisation slave et de l'Asie du Sud de la faculté des lettres de l'UNIL. Et la façon dont on enseigne et dont on apprend une langue sont des questions qui sont au cœur de vos préoccupations, puisque vous enseignez aussi bien le russe à des francophones que le français à des russophones. Oui, exactement. Et donc, ces questions d'enseignement, elles vous intéressent et elles sont aussi au cœur de votre thèse de doctorat. Oui, c'est ça. Puisque, dans ce travail, vous vous êtes intéressé à un objet un petit peu singulier qui sont des manuels de russe langue étrangère pour les francophones qui ont été publiés tout au long du XXe siècle. Oui, c'est ça, oui. Plutôt la période de l'URSS. Donc, qui va de quand à quand? Oui, et qui va de 1917. Là, je peux pas dire quand même l'URSS parce que officiellement l'URSS c'était pas 1917, mais là j'ai pris comme une date de la Révolution. Donc l'ancien régime de la Russie tsariste est tombé et jusqu'à 1991, donc la chute de l'Union soviétique. Donc les deux chutes sont les deux frontières de ma thèse. Donc vous avez commencé à étudier des manuels dès 1917 jusqu'en 1991. Exactement. Et vous avez cherché à comprendre quels sont les facteurs qui ont influencé le processus didactique lié à l'enseignement du russe dans l'espace francophone, c'est ça? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces manuels? Tout d'abord, c'était mon intérêt de la didactique, parce que quand je faisais mes études en Russie, à l'université linguistique, ma spécialisation était l'enseignement des langues étrangères et des cultures étrangères, la langue française plus précisément. Et comme ça, ensuite, quand j'ai commencé à étudier la slavistique et j'ai réfléchi aux sujets qui pourraient m'intéresser, là, je me suis dit que lier le français et le russe dans le point de l'enseignement, dans l'idée de l'enseignement, ça pourra être très intéressant et surtout aussi d'étudier les facteurs culturels ou civilisationnels ou politiques ou linguistiques qui pourraient influencer la didactique. Alors ça, on va y revenir tout au long de l'entretien. Ouais. Pour commencer, où est-ce que vous avez trouvé tous ces manuels? Donc vous en avez trouvé plus d'une centaine, ça n'a pas dû être simple, j'imagine, de mettre la main sur ces manuels qui étaient pour certains très vieux. Comment est-ce que vous avez fait pour les dégoter? Ah oui, ça, c'était vraiment le travail à faire parce que j'ai visité plusieurs bibliothèques, notamment la bibliothèque INALCO à Paris, la bibliothèque de Lyon et aussi la bibliothèque de Lausanne. Là, j'ai trouvé quelques-uns, mais aussi il y a le problème que la politique des bibliothèques générales, c'est que dès qu'ils reçoivent, en ce qui concerne les manuels, la nouvelle édition, ça veut dire que l'édition ancienne est jetée. Donc voilà, on n'en a plus. Et moi, je m'intéresse bien sûr aux rééditions, parce que c'est dans les rééditions qu'on peut trouver des informations passionnantes. Mais comme ça, Amazon m'a beaucoup aidé. J'ai commandé pas mal de manuels au secondement. C'est comme ça, par exemple, que j'ai trouvé presque toute la série des manuels à 6000 en ce qui concerne le russe. A6000 dont on va aussi reparler tout à l'heure. Donc vous avez essentiellement fait votre marché en ligne en fait. Exactement, oui.
Et donc, vous disiez que le tout premier manuel que vous aviez étudié date de 1917. Il a donc plus de 100 ans. Qui est l'auteur de ce manuel et comment est-ce qu'est présentée la langue russe dans ce manuel précisément? Ouais, en fait, c'est le manuel de russe de Paul Boyer et Nicolas Speransky. Ça, c'est le manuel qui a été édité pour la première fois en 1905. Donc, mais il y en avait plusieurs éditions. Et aussi, c'était Paul Boyer qui régnait dans le monde slavistique de l'époque, francophone, en tout cas en ce qui concerne l'Europe occidentale. Donc c'était un enseignant? Il était un enseignant et il était aussi le chef de première chaire, première section du russe, En et puis France? en France, et puis des langues slaves. Une personne mystérieuse, vraiment, parce qu'on ne trouve pas des travaux académiques, ce qui n'empêchait pas Paul Boyer vraiment de régner dans ce monde slavistique et aussi d'avoir une autorité énorme. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que, à mon avis, l'idée de Paul Boyer, notamment en ce qui concerne la présentation du russe, était reproduite dans des manuels jusqu'aux années 60, 1960. Et le russe, pour répondre finalement à votre question, et le russe, il était présenté comme une langue archaïque qui n'est pas proche du français ou de l'anglais ou de l'allemand, et que les étudiants doivent faire un effort et aussi bien comprendre que le russe, c'est pas le français et qu'il n'y a aucun lien et que c'est vraiment le monde linguistique différent. Là, il ne faut pas oublier qu'en 1917, en Russie, on a eu une réforme de l'orthographe qui est devenue obligatoire à partir de 1918. Donc c'est pour ça que moi, je l'appelle cette réforme entre 1917 et 1918. Ça, c'est Donc dû... au moment de la Révolution dont vous parliez en introduction? Exactement, oui, au moment de la Révolution. Par contre, le manuel de Paul Boyer et Nicolas Speransky rejette totalement la réforme. Donc ça veut dire que s'ils rejettent la réforme, les manuels vont prendre en fait beaucoup de temps à adopter la nouvelle orthographe qui est introduite en 1917, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Entre 1917 et 1950, on a seulement un manuel où on peut trouver la nouvelle orthographe. Par contre, ce manuel était rédigé par deux communistes, mais c'était seul manuel, publié et édité et créé à Lausanne. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ce manuel, il date de 1921. À cette époque-là, à Lausanne, il y avait une commune communiste, si on peut dire ça. Et là, il y avait le Gustave Brochet, qui s'est installé à Lausanne, et aussi Hilarion Ramazov, donc un communiste russe. Et le fruit de cette collaboration a été exactement ce manuel. Et aussi, là, on a même dans le titre de manuel, on a une précision avec la nouvelle orthographe. Et est-ce que c'est un manuel qui a beaucoup circulé dans l'espace francophone ou est-ce qu'il a seulement été utilisé en Suisse romande? En fait, non, parce que il faut bien comprendre qu'à l'époque, l'apprentissage du russe, c'était plutôt l'apprentissage à des fins, disons, intellectuelles. Donc, c'est-à-dire, bah, je suis très intelligent, je connais plusieurs choses, et comme ça, pour montrer aux autres que je suis tellement génial que je suis capable de lire des œuvres de Tolstoï, de Dostoïevski en original. Et là, vu que Tolstoï et Dostoïevski écrivaient en utilisant l'ancienne orthographe, là, ça valait pas la peine d'apprendre la nouvelle orthographe. Surtout, par exemple, par des raisons des livres que en 1921 étaient dans les bibliothèques, c'était toujours en ancienne orthographe. Et si on revient maintenant au manuel de Paul Boyer que vous mentionniez, pourquoi est-ce qu'il y a autant de réticence à appliquer la réforme de l'orthographe? Tout d'abord, à mon avis, c'est vraiment la volonté de Paul Boyer, parce que lui, il a créé sa propre méthode. Et vu que le russe, il était présenté comme une langue archaïque, par contre, il ne faut pas confondre l'idée de l'archaïque qu'il n'y a pas de développement,
et l'archaïque juste par une structure. Donc pour lui, c'était vraiment la structure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement. Mais par contre, le changement de l'ancienne orthographe, c'est radical pour Paul Boyer. Donc c'est ça qu'il ne pouvait pas accepter. Et de plus, lui, il donne une explication assez vaste parce que en 1945, dans le préface, il ajoute un petit paragraphe qui parle de la réforme. Donc, puis il dit... Donc dans une des rééditions du manuel, c'est ça? Exactement, oui. Et ça, c'était le seul changement. Avant, toutes les rééditions et après, il n'y avait rien. Et puis là, il dit qu'il est bien au courant qu'il y avait la réforme d'orthographe. Mais pour lui, l'essentiel, c'est d'apprendre le russe comme il est, que l'ancienne orthographe pourrait aider de comprendre certains faits de la grammaire russe, il ne précise pas lesquels, et aussi que après le passage de l'ancienne orthographe à une nouvelle orthographe ne présente aucun souci, aucune difficulté, donc on reste avec l'ancienne orthographe. Et quelles sont les conséquences pour les personnes qui apprennent la langue russe de continuer à apprendre dans les années 1950 encore avec l'ancienne orthographe? Je pense que c'était quand même assez compliqué parce que c'est assez bizarre d'apprendre l'alphabet et ensuite tomber sur le fait que 4 lettres sont disparues. Parce qu'il y a des lettres qui disparaissent, c'est ça, entre l'ancien Ouais, alphabet et le nouvel exactement. alphabet? Donc il y a 3 lettres officiellement qui se sont disparues complètement. Il y a le signe dur qui est disparu à la fin des mots. Et aussi, il y a une lettre qui ne figure pas dans le décret, qui existait, mais elle est disparue juste avec. Par contre, si on regarde l'article dans l'encyclopédie concernant la réforme d'orthographe, c'est là où c'était mentionné. C'était une lettre que déjà, c'était Pierre Legrand qui a essayé de la supprimer. Ensuite, elle était rajoutée dans l'alphabet russe, mais pas officiellement. C'est assez compliqué parce qu'il y avait des auteurs qui l'écrivaient avec, il y avait des auteurs qui n'écrivaient pas. Il y avait aussi même au 19e siècle un mouvement qui préférait utiliser cette lettre s'appelle Ijetsa, pour se moquer des auteurs qui préfèrent l'utiliser en disant que vous êtes trop en retard, vous préférez les anciens voleurs, vous n'êtes pas moderniste. De plus, il ne faut pas oublier que l'immigration russe qui s'est installée en Europe, entre autres, était complètement contre tout qu'amenait l'Union soviétique, y compris la nouvelle orthographe. Et puis là, les étudiants, ils étaient dans un état un petit peu flou et ambigu parce qu'il y avait des personnes qui utilisent l'ancienne orthographe, il y avait d'autres personnes qui ne l'utilisent pas. Et puis aussi dans les manuels, on peut trouver énormément des contradictions. Parce que tout d'abord, dans un manuel, l'alphabet russe contient 36 lettres, dans l'autre, c'est 30. Normalement, c'est 33 lettres, si jamais. Mais là, il y a toujours cette ambiguïté. Et surtout, aussi, il y a une tendance assez bizarre que, par exemple, les auteurs, ils gardent une lettre yat, jusqu'au milieu du manuel. Et ensuite, cette yat, elle disparaît. Et ça, je pense que ça doit être très frustrant pour une personne qui apprend la langue. Après, voir que voilà, j'ai appris avec cette lettre, et ensuite, là où elle était écrite, il n'y en a plus. On a vu, Daria Zeleskaya, que le maintien de l'ancienne orthographe en russe découlerait plutôt de facteurs socioculturels que de facteurs purement linguistiques, et donc les auteurs des manuels jouent un rôle vraiment important dans ce maintien. Qui sont généralement les auteurs de ces manuels? Donc tout d'abord, normalement, c'était la tradition d'écrire les manuels. Il fallait avoir un auteur francophone et un auteur russophone. Et puis normalement, l'auteur russophone, c'était l'auteur issu de l'immigration. Parce que, surtout avec les difficultés de voyager, et puis bien sûr, il y avait pas mal des immigrants. Et puis là, il travaillait dans des universités, là, il travaillait comme des lecteurs et lectrices, tuteurs et tutrices, et il écrivait manuel ensemble avec un auteur francophone qui avait de base des notions de russe, ils l'ont appris avec l'ancienne orthographe. Donc, il y a toujours une tendance pour nous de maintenir la langue. On peut vraiment la voir dans les médias quand il y a des discussions, des changements, des réformes de l'orthographe en France, par exemple, ou
ou en Russie actuelle. Il y a toujours de cette question que ça va pas, ça tue notre langue ou quelque chose comme ça. Et donc là, il y avait ce double effort entre une personne francophone qui a appris le russe avec l'ancienne orthographe, une personne russophone qui rejette le fait de la réforme de l'orthographe. Et comme ça, on peut aussi, pourquoi j'ai formulé cette hypothèse, parce que, par exemple, jusqu'aux années 40, quand les auteurs expliquent, s'ils expliquent, pourquoi ils utilisent l'ancienne orthographe, à un moment donné, ça s'augmente dans les manuels, parce que, bien sûr, il y a une question, mais voilà, il y avait une réforme, qu'est-ce qui se passe? Ils sont obligés de justifier leur choix. Exactement, ils sont obligés de justifier leur choix. Et c'était quoi? Au début, ce n'est qu'un seul argument qui dit pour lire des œuvres écrites et imprimées avant 1917. Ça, c'est écrit en ancienne orthographe. Ça, c'est la littérature russe qui est tellement géniale, qui a toujours ce piédestal Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov, etc. Donc, pour comprendre, voilà, il faut apprendre avec l'ancienne orthographe. Et puis là, on voit que le but de l'enseignement dans la première partie de ma période, c'était vraiment maîtriser la langue écrite. Donc c'est pouvoir lire et écrire en russe. Mais ensuite, à partir des années 40, surtout après 1945, on trouve d'une manière ou d'une autre aussi. Par exemple, dans le manuel de Charles Berchtold, c'est aussi un auteur suisse qui a édité son manuel en 1946. Et puis lui, il maintient l'ancienne orthographe. L'explication, toujours la première explication pour lire, mais ensuite, c'était pour comprendre certains faits grammaticaux russes. Et puis point, il n'y a pas d'explication. En fait, jusqu'aux années 40, il y avait vraiment beaucoup de la littérature qui n'était pas rééditée avec la nouvelle orthographe. À partir des années 40, toute la littérature était rééditée en utilisant la nouvelle orthographe. Aussi les grands auteurs que vous mentionniez tout à l'heure. Exactement, oui, aussi Pouchkine, aussi Tolstoï, aussi Dostoïevski. Donc tout ça, c'était réécrit. Et comme ça, il fallait créer l'argument valide pour expliquer pourquoi il faut qu'on maintienne l'ancienne orthographe. Et vous disiez tout à l'heure que les francophones, avec ces manuels, apprenaient à lire et à écrire, mais pas à parler alors. Exactement, oui. Vraiment, je pense aussi qu'il y avait toujours cette idée que, tout d'abord, par exemple, si on parle de l'immigration dans les pays francophones de l'époque de l'Europe occidentale, là, les immigrés, normalement, ils maîtrisaient parfaitement bien le français. Ils préféraient communiquer en français, bien sûr. Et aussi, la valeur. Donc, moi aussi, j'ai pris 3 interviews avec les professeurs qui étudiaient et enseignaient le russe dans la période qui m'intéresse, dans la période de ma thèse. Et puis là, ça sortait souvent l'idée qu'avant les années 60, apprendre le russe, ça voulait dire étudier la littérature. Donc personne ne s'intéressait ni à la culture, ni à l'architecture. C'était vraiment la littérature qui régnait et le but d'apprendre le russe, c'était vraiment avoir la possibilité de lire les grandes œuvres littéraires en original. Un cas intéressant que vous avez étudié, c'est celui d'Assimil, qui est une méthode d'apprentissage des langues étrangères en autodidacte, une méthode qui est plutôt connue. Ce qu'on sait peut-être moins au sujet d'Assimil, c'est que c'est aussi une maison d'édition qui a été fondée en 1929. Qui est-ce qui a fondé Assimil ? Ça, c'était Alphonse Cherel, qui était, ça je cite, un grand voyageur et un grand animateur de l'apprentissage des langues. Donc, durant sa vie, il a voyagé un petit peu partout et il travaillait comme l'enseignant du français. Et il a dit que comme ça, d'une manière toute naturelle, il a appris plusieurs langues, y compris le russe, parce qu'il séjournait en Russie en travaillant dans des familles riches comme un professeur du français pour les enfants. Et là, il a créé sa méthode. Vous savez ce que c'est assimile, comment on déchiffre ça? Non. Non, c'est assimilation intuitive. Donc, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et puis là, il crée une méthode dont il s'agit qu'il y a une sorte d'un petit texte. Ça pourrait être un dialogue, ça pourrait être juste « bonjour, comment ça va ?» etc. Avec des explications aussi, la traduction, toujours la traduction. Ensuite, il y a un
des sons drôles. Et ensuite, il y a quelques exercices à faire. Et puis là, comment il faut faire? Il faut juste lire, traduire, lire, traduire. Et pour lui, le manuel est divisé en 2 phases. Donc, une phase passive, donc phase de l'apprentissage. Donc, là, il dit il faut juste avoir quelques temps pour collecter les données, si on peut dire. Mais aussi, et ensuite, après cette phase passive, commence une phase active. Et puis là, il utilise la métaphore d'une boule de neige, après, il y a une forte croissance. Et après, selon Alphonse Cherel, après l'apprentissage, vous pouvez parler couramment avec aucune difficulté n'importe quelle langue. Et puis là, si on compare les différents manuels décimils, il est vrai que c'est un petit peu la même idée, la même méthode pour toutes les langues. Mais par contre, en ce qui concerne le russe, il y a quand même des ajouts. Alors, quels sont ces ajouts? Est-ce que vous pouvez nous donner 1 ou 2 exemples? Donc là, il s'agit que, par exemple, si on prend le manuel de l'anglais, le premier manuel d'anglais de l'assimile, il n'y a pas en quelque sorte de l'introduction, donc il n'y a pas des explications. Par contre, en ce qui concerne le russe, il y a des explications, il y a un préface, parce qu'il y a le préface pour l'anglais, bien sûr, comment utiliser cette méthode. Mais il n'y a pas une vaste explication de ce que c'est le russe, etc. Et là, par exemple, il utilise, dans la première partie de ces manuels, jusqu'aux années 70, que le russe passe comme une langue difficile, l'alphabet est rébarbatif, et tout ça, mais pourtant, un certain nombre de populations qui sont loin d'être des intellectuels, précise-t-il, le parlaient couramment. Donc, si eux, qui sont loin d'être des intellectuels, parlent russe, donc vous, les francophones, vous pouvez le faire. Donc on se rend compte qu'il y a une vision assez dépréciative du russe et du peuple russe. Exactement, ouais. Dans ces méthodes. Donc là, je l'explique par le fait que tout d'abord, il existait cette idée que la langue russe est archaïque. Avant, c'était une idée purement, disons, linguistique, et puis là, il n'y avait pas une valeur péjorative ou majorative. C'était vraiment une valeur neutre. Donc, disons, le russe est archaïque parce qu'il y a des cas, il y a du genre neutre, il y a aussi pas mal d'autres caractéristiques, mais normalement, c'est les cas et le genre neutre. Aussi la difficulté. Et puis là, c'était non seulement le russe, mais aussi les langues slaves en général. Et parce que c'est archaïque, il faut juste en tenir compte. Mais ça ne veut pas dire archaïque, ça ne veut pas dire pas développant, ou ça veut pas dire une langue morte. Il est juste archaïque. Mais ensuite, cette idée, il s'est propagée, et par certains auteurs des manuels, elle était juste mal prise, cette idée. Et puis là, ils disent, ah voilà, si le russe est archaïque, si, je ne sais pas, Paul Boyer ou Antoine Meillet le considèrent, ça veut dire que nous sommes plus développés, ça veut dire que notre langue est plus développée. Là, c'est mentionné que la langue française est plus développée, mais ça ne veut pas dire aussi que la langue russe elle est mauvaise. Mais si le russe est archaïque, ça veut dire que le peuple russe est archaïque, et puis ça veut dire que nous sommes plus élevés, donc on peut dicter. Donc c'était un petit peu aussi l'idée. Et est-ce qu'on voit à un moment donné dans ces manuels un changement? Donc ce que vous nous dites, c'est que ces manuels sont en quelque sorte le baromètre de la vision qu'ont les étrangers sur la Russie et la langue russe ou l'URSS. Et est-ce qu'il y a un basculement à un moment donné sur cette manière d'envisager la langue russe? Oui, donc si on prend l'assimile comme exemple, les manuels jusqu'aux années à peu près 60 parlaient non seulement de l'idée que les Russes sont loin d'être intellectuels, mais aussi ils ne mentionnaient pas l'URSS. Il utilisait toujours les acteurs moscovites, la Russie, etc. Mais aussi, il y avait des illustrations. Et puis, ces illustrations-là, par contre, il y avait pas mal de mentions de l'URSS, mais toujours dans une manière très péjorative. Donc là, il ne s'agit pas des clichés. Donc c'est pas, je sais pas, comme les pâtes chez les Italiens, ou le samovar, ou je sais pas quoi pour les Russes. Non, là, c'était un soldat soviétique qui était complètement, je suis désolée, complètement idiot. Parce que là, il savait pas utiliser le mouchoir, il était très cruel, qui bat les animaux, avec lequel la femme trompe son mari, aussi qui mange pas. Aussi, il y avait ça, parce que là, il y avait par exemple un machiniste qui dit « je peux pas travailler parce que j'ai faim ».
Et aussi là, il y avait la figure du Staline qui fait une sorte de l'inspection du pain. Et puis lui, il est très mécontent que le pain n'est pas frais. Voilà. Mais à partir des années environ 60, l'introduction reste le même, le contenu du manuel en ce qui concerne le texte reste le même, mais les signes de soldats soviétiques, le RSS d'une manière péjorative, disparaissent. Donc les illustrations Les évoluent. illustrations, et aussi, ce qui est très intéressant, que d'autres illustrations ne sont pas changées. Et aussi, parfois, il y avait des changements très très fins, mais très significatifs. Par exemple, une illustration où il y a un soldat soviétique dans un avion qui crache, et puis il est dans une maison. Et puis là, il dit aux deux personnes qui le regardent en disant « Pourquoi tu as détruit notre maison ?» Il a dit « Je suis désolé, je ne savais pas que c'est votre maison. » Et puis là, comme on peut aussi détecter que c'est l'armée soviétique, c'est qu'on a une étoile de l'URSS qui est bien dessinée sur cet avion. Par contre, à partir des années 60, l'image reste identique, sauf cette étoile qui disparaît. Et quels sont les facteurs qui expliquent ce changement dans les représentations ? Dans ma thèse, je fais une hypothèse qu'il y avait 3 facteurs majeurs qui sont influencés. Donc, c'est la politique, ensuite le facteur civilisationnel et ensuite le changement de génération. Dans les années 60, Charles de Gaulle décide de créer un équilibre entre les deux blocs, de bloc URSS et de bloc OTAN. Donc, il suspend la participation de la France en OTAN et puis il commence à créer l'amitié avec l'URSS. Et puis, cela provoque des échanges et aussi de la création de plusieurs postes de professeurs du russe. Et puis, bien sûr, ça reste impossible d'enseigner le russe avec les facteurs civilisationnels d'avant la Révolution, donc qu'on se marie à l'église, etc., avec l'ancienne orthographe, bien sûr, et avec l'idée que la langue russe est archaïque. Et bien sûr, la société France-URSS devient très puissante. Et aussi, progrès technique. Voilà, quand je parle de facteur civilisationnel, je aussi parle de la facteur technique. La facteur technique est telle que maintenant, ça devient plus facile de rendre un URSS en avion, en train. On a aussi pas mal... Donc les échanges s'accélèrent en fait Exactement. entre la France et l'URSS. Exactement. Et aussi la possibilité de ces échanges. Par exemple, l'une des professeurs que j'ai interviewées, dès le début de l'apprentissage du russe, chaque année, elle se rendait en URSS pour 1 semaine, 2 semaines, avec un échange. Donc, les élèves qui apprenaient le français venaient en France et vice-versa. Mais aussi, ça devient plus forte la collaboration. Donc, on peut se téléphoner facilement. On peut envoyer des lettres qui arrivent plus vite qu'avant. Et la possibilité de créer déjà des manuels avec les auteurs russophones mais soviétiques devient aussi possible. Et donc là, on a pas mal de manuels écrits en collaboration entre les auteurs francophones de la France et les auteurs russophones de l'Union soviétique. Mais sans cette volonté de Charles de Gaulle, bien sûr, je pense que ce processus, bien sûr, il aurait pu avoir lieu, mais plus lentement. Et aussi le facteur du progrès technique et ensuite le changement de génération parce que vers les années 60, les grands slavistes comme Paul Boyer, comme André Mazon, comme Jules Legras, qui maintenaient cette idée que le russe est archaïque, sont morts. Et puis là, après, la nouvelle génération qui n'a pas vécu la période où il n'y avait pas encore l'URSS, qui sont nés avec l'existence de l'URSS en tant qu'un pays, ne le comprenaient pas, ne le savaient pas. Et comme ça, on voit ce changement, par exemple, pour la personne qui a commencé à étudier le russe en 1960, donc au début de ces changements, qui est arrivé pour faire un stage en Russie complètement incapable de communiquer parce qu'il a appris à l'ancien. Et puis, la personne qui a commencé en 1967 au lycée et ensuite continuer ses études, là, il n'y avait aucune difficulté, l'apprentissage du russe moderne, etc. Mais là aussi, il faut ajouter que ça dépend aussi de l'université, parce que la Sorbonne, par exemple, elle conservait certains traits de l'apprentissage. Et qu'est-ce qu'il en est à l'université de Lausanne, vous savez ? À l'université de Lausanne, moi je m'appuie sur mon interview dont j'ai pris de professeur émérite Patrick Serriot, qui était en tête de la section linguistique, en ce qui concerne la linguistique, la slavistique linguistique. Lui, il se rappelle
que quand il est arrivé à Lausanne, fin des années 70, années 80, là, ça, c'était vraiment la Russie avant 1917. Donc, il y avait le professeur qui enseignait le russe avec l'ancienne orthographe. Et puis, il y avait aussi à Lausanne, pas à l'université de Lausanne, mais à Lausanne, une association des anciens immigrés pour lesquels l'URSS, ça n'existait pas. Et puis même, il y avait des professeurs qui pensaient qu'il faut vraiment apprendre le russe et puis la littérature russe avant 1917, parce qu'après 1917, tout est fini. Rien ne se passe, rien n'arrive. Et par exemple, c'était le professeur, par exemple, Rabban Campbell, qui enseignait le russe à l'université de Lausanne. Lui, je ne sais pas si vous savez, mais il y a à Grancy, il y a une maison dont la poétesse Marina Tsvetaeva, une poétesse connue en Russie, russe, elle a vécu une année. Parce que, issue d'un pays aristocrate, elle a eu un séjour, disons, dans une pension. Et elle a écrit une poème concernant Ouchy. Et puis là, maintenant, on a un petit tableau qui dit Marina Tsvetaeva, poétesse russe, a vécu dans cette maison, etc. Et il y a une version française et la version russe. Et puis la version russe est écrite avec l'ancienne orthographe. Et puis, il existe toujours. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller à Grancy et puis prendre cette rue qui va jusqu'à l'avenue de Chy. Et puis là, sur votre droite, il y a ce tableau. Et si vous voulez voir l'ancienne orthographe, actuellement, en 2024, vous pouvez le faire. Alors, votre recherche s'arrête en 1991, comme vous disiez au début de l'entretien, mais est-ce que vous avez quand même eu l'occasion de jeter un œil à des manuels plus contemporains ? Oui, bien sûr. Oui, ça m'intéresse toujours. Et puis, ça, pour le moment, il me manque un petit peu de données. Ça, c'est mon avis personnel. Mais je pense qu'il y a pas mal de tendances quand même conservées dans les manuels, même malgré ce temps. Mais bien sûr, maintenant, on a des différents manuels avec les différentes méthodes. Et je pense qu'aujourd'hui, au moins, on a le choix, ce qui est déjà très bien. Et puis, je pense qu'actuellement, on a en quelque sorte, pas rejeté, mais en côté, on a mis à côté un petit peu, si je peux dire comme ça, le concept de méthode. Maintenant, on parle des approches plutôt que de méthodes, ce qui nous permet d'être, par exemple, beaucoup plus flexible. Parce que le problème avec les méthodes, c'est toujours que c'est assez strict. Et puis, on voit que ça marche pas. Parce que s'il existait la méthode qui aidait à apprendre les langues parfaitement bien et quand ceci pour n'importe quelle personne, moi, j'avais pas le travail. Et dans votre cas particulier, Daria Zaleskaïa, quelles sont les approches que vous développez vous-même dans le sein de vos recherches pour l'apprentissage du russe ? Oui. Peut-être que je ne peux pas l'appeler comme vraiment un approche, mais quand même, là, on peut... Ça, c'est un terme quand même assez large. Mais moi, je me focalise sur l'apprentissage de la phonétique russe pour les francophones et la phonétique française pour les russophones. Parce que selon les données des neurolinguistiques, des neurosciences, mais aussi de plusieurs données qu'on a, la phonétique, c'est le point crucial pour l'apprentissage. Et là, non seulement au niveau de la prononciation des sons, mais aussi au niveau de la prosodie. Parce que les intonations russes et français sont très très différentes et ça on peut le voir même au niveau de la prononciation. Par exemple, moi j'ai appris la phonétique française entre guillemets comme il faut. Moi je m'entraînais à l'université avec le miroir, avec la prosodie, etc. Et quand je parle français, je parle plus haut que quand je parle russe. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Bonjour, je m'appelle Daria. Donc, il y a deux variantes quand même. Il y a parce que l'articulation est largement différente. Et pour mieux comprendre et l'orthographe et d'autres points, et surtout l'orthographe, par exemple, si on parle de l'orthographe française, là, à mon avis, c'est très important de bien maîtriser la phonétique.
Ou, par exemple, en ce qui concerne le russe, on a plusieurs phénomènes qui influencent l'orthographe et qui vraiment, non, pas influencent, mais on a plusieurs facteurs qui bien distinguent la prononciation et l'orthographe. Et si on est au courant de ces phénomènes, pour nous, ça nous facilite beaucoup l'apprentissage. Moi, maintenant, je me suis focalisée sur ce point-là. Donc peut-être qu'un jour, il y aura une méthode Zaleskaya en circulation. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Merci beaucoup, Daria Zaleskaya, d'être venue nous parler de ces manuels d'apprentissage du russe. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Merci à Daria Zaleskaya, maître assistante à la section de langue et civilisation slave et de l'Asie du Sud de la Faculté des Lettres de l'UNIL pour sa disponibilité. Et merci à vous d'avoir écouté cet entretien. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast avec une chercheuse ou un chercheur de la Faculté des Lettres de l'UNIL. Salut!